Voilà, Guillaume donc, vient de décrire la situation particulièrement glauque d'un système qui est en faillite et qui, pour se sauver lui-même, est prêt à tout, même à détruire l'ensemble de la société et même à s'autodétruire lui-même. C'est parce que là, il est en phase d'autocannibalisation, en réalité. Alors, c'est pour ce qui me concerne, donc je vais surtout parler d'une porte de sortie donc, à cette crise, avec la nécessité d'aller faire un tour, voir à nouveau qui était Colbert et en quoi ça nous intéresse aujourd'hui. Mais avant cela, je voudrais rentrer dans une idée, c'est la première idée que je voudrais développer, qui est le fait qu'au-delà de tout ce qu'on voit aujourd'hui comme politique de type fasciste financier, en fait, il y a des groupes oligarchiques qui veulent saisir cette occasion pour retourner les aiguilles de la montre en arrière de l'histoire et nous faire revenir en fait à une époque féodale. En fait, pour eux, si vous voulez, la période des grands progrès du niveau de vie des populations laborieuses, des paysans, des ouvriers, de tout ce qui travaille, qui a eu lieu notamment au XXe siècle, dans la deuxième moitié du XXe siècle, pour eux, ce n'est qu'une parenthèse dans l'histoire sur laquelle ils veulent revenir absolument. Et je sais que c'est une idée qui nous est probablement difficile à comprendre ici. Vous êtes tous jeunes, vous êtes nés au XXe siècle, et donc on a l'idée que le progrès scientifique, technique et les biens de consommation de masse sont une réalité universelle sur laquelle on ne pourra jamais revenir. C'est la loi maintenant et tout ça ne peut se caler en progressant. Et en fait, c'est ça qui est faux. Et ces gens-là voudraient revenir effectivement sur cette phase, cette grande accélération du progrès pour l'espèce humaine qui a eu lieu dans la deuxième moitié du XXe siècle et l'effacer pour toujours. Et on l'a vu récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu ici, dans le discours prononcé par le nouveau roi des Pays-Bas, c'est Willem-Alexandre, le 18 septembre, c'était à l'occasion de la présentation du budget 2014, un budget en forte austérité. Et là, il n'a pas hésité à remettre en cause l'État-providence hérité de la deuxième moitié du XXe siècle. Il a dit très exactement, il a dit l'État-providence classique de la deuxième moitié du XXe siècle est parvenu à des réglementations sur les terrains des droits sociaux qui sont devenus intenables dans leur forme actuelle. L'État-providence classique se transforme lentement, mais sûrement, en une société de participation. Et là, il a dit, c'est particulièrement visible dans les secteurs de la sécurité sociale et des soins de santé sur le long terme. Donc, on doit aller, et il a lancé un appel aux gens à la participation, à s'entraider localement, parce que l'État ne va plus financer ses dépenses. Donc voilà, c'est la situation dans laquelle nous sommes rentrés. Ce discours du roi de Pays-Bas vient après les différentes rapports de la banque JP Morgan, qui est quand même la principale banque du monde, de la zone transatlantique et du monde. Et donc, leurs rapports ont une importance terrible, puisque c'est vraiment la principale autorité financière du monde actuellement. Et notamment dans un rapport qui avait été publié par la banque JP Morgan le 28 mai dernier, il était dit que pour continuer à bâtir l'Europe telle qu'elle est partie depuis la première phase de la crise et telle qu'elle doit être par la suite, une Europe de dictature, en fait, ce qu'ils ne disent pas, il dit pour pouvoir continuer, il faudra revenir sur les constitutions qui ont été adoptées à la sortie du fascisme, c'est par les pays qui sont sortis récemment, depuis la création de l'Union européenne, qui sont sortis du fascisme, desquelles constitutions sont beaucoup trop, donnent une partie trop grande aux acquis sociaux. Donc c'est dit en tant que tel, donc qu'on veut revenir en arrière de tout cela. Donc si on ajoute au bail-in dont a parlé Guillaume,
à la hausse des impôts, au démantèlement de tous les acquis sociaux, si on ajoute maintenant cette économie de la transition énergétique, dont d'autres vont parler plus en détail aujourd'hui, qui est une transition c'est une économie à haute densité de flux énergétiques vers une économie de beaucoup moins de densité, vers ce qui correspond en fait au Moyen-Âge, avec les éoliennes, c'est les moulins à eau, c'est juste un tout petit peu amélioré par un peu d'informatique. Si on revient, si on applique ceci, on est réellement dans l'idée d'une dévolution, c'est donc vers l'époque féodale. Et ça, c'est effectivement ce que ces gens-là veulent. C'est la plupart des têtes couronnées d'Europe, c'est les grandes banques, c'est les institutions financières internationales. Donc, il faut que nous nous mettions dans la tête que c'est pour ces oligarques l'idée que les masses laborieuses doivent avoir un niveau de vie égal aux élites est réellement humain, est quelque chose qui doit être effacé. Et en fait, si on regarde, si on fait un petit tour sur l'évolution, l'histoire du développement économique de l'espèce humaine depuis ses débuts, on s'aperçoit effectivement que ce progrès est venu très tardivement pour les classes laborieuses et que ce n'est pas encore une règle pour toute l'histoire de l'humanité, malheureusement. Et là, c'est très intéressant d'aller voir les travaux d'un des premiers économistes qui a travaillé qui a été enquêté sur effectivement quelle a été l'évolution du niveau de vie des populations à travers l'histoire. Et donc, c'est Jean Fourastier qui est l'économiste, qui est le théoricien de ce qu'on appelle la période des 30 glorieuses en France. Je ne sais pas si on l'appelle comme ça ici en Belgique. La période entre 1945 et 1975, dans laquelle il y a eu une très très forte accélération du niveau de vie des gens. C'est cet économiste-là qui étudie vraiment par le menu détail cette question de l'évolution du niveau de vie. Et là, il y a un antivirus qui est en train de me bloquer. Voilà. Donc ça, c'est Jean Fourastier, donc économiste 1907-1990. Et donc, selon lui, on peut diviser l'histoire du développement économique et du niveau de vie des populations en 3 grosses étapes. La première, celle qui va de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle, donc qu'il définit comme étant le niveau de vie traditionnel des populations, et qui est une période. On va mettre un écran. Et qui est une période qui est dominée par le fait que les populations passent tout leur temps à se nourrir. Elles se nourrissent très mal avec du métail essentiellement. Et en fait, cette période-là, donc du début de l'humanité jusqu'à environ le XVIIIe siècle, donc, elle est caractérisée par des périodes de famine plus ou moins importantes qui déciment les populations. Donc il faut aller jusqu'au XVIIIe siècle pour mettre fin à ces périodes de famine et aussi de grandes épidémies. Ensuite, la deuxième période, c'est le XIXe siècle, c'est où on commence à voir le progrès qui se développe. Il n'y a plus de famine, donc c'est terminé, mais néanmoins le niveau de vie des gens qui travaillent, des paysans, etc., est toujours très très bas. Et il y a de fortes fluctuations selon qu'il y ait du pain ou pas de pain. Et enfin, donc, on a le XXe siècle, et notamment la deuxième moitié, où on connaît un progrès fulgurant dans ce niveau de vie. Par exemple, le niveau de vie de base, c'est le Fourastier. Si on prend une base, c'est de 100, c'est en 1938, est passé entre 46 et 75, de 87 à 320, donc pratiquement une multiplication par 4. Dans la même période, le niveau de vie des femmes de ménage est passé de 125, selon la même échelle, à 420.
On voit que c'est un progrès qui concerne tout le monde. Le nombre d'étudiants qui a fait des études au-delà de 14 ans est passé de 600 000 à 4 millions. C'est pour la France, évidemment. Et donc, c'est la période d'extension de tous les produits de consommation courante. C'est les frigos, les voitures, le chauffage central, radio, ensuite télévision, toutes sortes de choses qui ne sont pas que des produits de consommation futiles, au contraire, ça concerne l'hygiène et toutes sortes de choses. Alors, revenons juste un peu en arrière, quelles étaient les conditions de vie donc avant 1709, juste pour avoir une idée de vers quoi on veut nous faire revenir. Avant 1709, donc en France et en Europe, Fourastier dit que, par la négative, après 1709, il dit « on ne voit plus de villes entières livrées aux fureurs de la faim. Plus d'hommes mangeaient des hommes, plus d'hommes mangeaient des enfants, plus de viande d'hommes sur les marchés. » Donc, dans cette période de famine, voilà ce qu'on voyait donc, en Europe et dans notre belle France ou Belgique à cette époque. Encore en 1775, quel était le niveau de vie des campagnes françaises? C'est un économiste anglais qui a été faire un tour en France et qui le décrit de la façon suivante par rapport à une maison ouvrière qui avait à la Tour de Pin en Savoie. Il dit « Les maisons ont un vilain aspect. Ce sont des cabines de boue, laides, couvertes de chaume. La fumée sortant d'un trou percé dans le toit ou bien par les fenêtres. Les vitres semblent inconnues. » Et il décrit la saleté qu'il a vue chez des êtres humains, donc dans divers endroits, notamment à Souillac. Il dit « Il est impossible pour une imagination anglaise de se figurer les animaux qui nous servaient dans un café qu'il appelle le chapeau rouge. La courtoisie de Souillac peut les appeler des femmes, mais en réalité, ce sont des fumiers ambulants. » Et à Pérac, dans un autre coin, il dit « Dans tout ce pays-là, les filles et les femmes des paysans ne portent ni chaussures ni bas. Les laboureurs à leur travail ne portent ni sabots ni chaussettes. » C'est en quelle année ça? Ça, c'est en 1775. Et c'est un Anglais qui ne peut pas être soupçonné d'être partial, puisque lorsqu'il y a de bonnes choses, il les mentionne, mais il voit des situations comme ça un peu partout. Et encore en 1945, c'est la campagne française, dans la campagne française, la moitié de l'alimentation est faite de pain et de pommes de terre, avec une viande médiocre le dimanche. Donc voilà, c'est vers ça qu'on voudrait nous amener. Alors, maintenant je suis aussi venue vous parler de comment on peut éviter cet enfer. Et ma deuxième idée, c'est qu'on peut s'en sortir si on va faire un tour du côté du colbertisme et de ce qu'a fait Jean-Baptiste Colbert. Alors Jean-Baptiste Colbert, c'est la personne qui, pendant toute la première partie du règne de Louis XIV, a mené les affaires de la nation avec une vigueur et une ambition réellement exceptionnelle. Il était le contrôleur général des finances, il officiait en fait, il faisait l'office d'à peu près 5 ministères, secrétaire à la marine, secrétaire à l'industrie, à la culture, au bâtiment. Donc c'était un homme extrêmement productif, qui a vécu à cette époque-là. Et nous allons essayer de nous inspirer du type d'économie qu'il a développé. Alors, vous allez me dire, pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas français, parce qu'il y a beaucoup de Français en Belgique et à Bruxelles en particulier, vous allez me dire, oui, mais Colbert, il n'y a rien de plus français, en quoi ça nous intéresse, nous, ici en Belgique, et en plus, c'était le théoricien du protectionnisme à tout va, de la guerre économique d'un pays contre tous les autres pour assurer sa survie, etc. Donc ça, c'est un peu l'image de Colbert qu'on peut avoir.
avec aussi l'image d'un Colbert, qui veut tout contrôler, qui représente un État bureaucratique, qui veut contrôler toutes les choses, qui laisse aucune liberté, une espèce de dictateur épouvantable, et de l'État omniprésent partout, etc. Alors, en fait, ma deuxième idée, c'est que le colbertisme n'est pas réellement français. Il s'est fait que c'est un système, un modèle universel de développement économique qui est né en France, c'est à l'époque où il est né en France, pour des raisons un peu particulières de l'histoire de France et de l'Europe à cette époque-là, mais ce n'est pas un modèle français en tant que tel ou qui concernerait que les Français, c'est un modèle universel de développement économique. Et d'ailleurs, si vous allez voir quelques oligarques, si vous leur parlez de Colbert, ou que ce soit dans le monde, c'est comme si vous sortiez votre croix devant un vampire. Ils comprennent très vite que c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas avoir nulle part. Alors, le colbertisme est aussi, c'est par rapport à l'histoire du développement économique que j'ai décrit auparavant, donc une période charnière, pour une période charnière où l'humanité a fait un pas en avant massif dans la direction de ce qui va nous amener ensuite à la deuxième moitié du XXe siècle et aux 30 Glorieuses. Quel est l'essence du colbertisme? L'idée, c'est que d'abord, les hommes ne sont pas des bêtes de somme. Tout bon qu'à travailler pour des oligarques qui pillent leur main-d'œuvre, ce qui était le cas à l'époque de Colbert, mais qui le devient très rapidement aujourd'hui, et qui, dans des parties entières du monde, n'a jamais cessé d'exister. Donc, ensuite, c'est que l'être humain est doué de pouvoirs créateurs, que c'est ça sa vraie nature, qui lui permettent de transformer la nature pour l'amélioration des conditions de son espèce. Enfin, que ce sont les découvertes scientifiques et techniques qui permettent d'augmenter la production, de réduire les coûts de production, qui est le processus qui nous permet de rendre le progrès accessible à tous. Et alors, juste pour vous montrer l'identité des vues qu'il y a entre Colbert et notre ami Fourastier, qui a beaucoup inspiré De Gaulle pour les 30 Glorieuses et qui était aussi un représentant de l'économie de Roosevelt en France à cette époque-là. Alors, il y a deux déclarations que je vais mettre côte à côte. D'abord, une lettre de Colbert, qu'il a envoyée vers 1664 à un intendant de l'Aube, où il lui parle de la très grande importance pour les peuples, pour le commerce, de rendre les rivières navigables. Vous avez vu qu'on est très fanatique des canaux et la nécessité de rétablir ces voies navigables. Et il dit, parce que vous savez combien ces travaux sont extraordinaires et forcent en quelque sorte la nature. On se rend compte que grâce aux inventions des hommes, ce qui apparaissait impossible avant devient possible. Donc c'est vraiment l'idée, c'est à l'homme de forger la nature et de faire ce qui, du point de vue naturel, apparaissait comme impossible, c'est tout à fait possible. Et Jean Fourastier, donc, dans un de ses ouvrages qui sont accessibles dans les bibliothèques, par Amazon, il explique que la nature nous donne la beauté, l'air à respirer, beaucoup de belles choses, mais que l'homme ne peut bénéficier de la nature que par son travail et par son processus de transformation. Et il dit la cause fondamentale de ce progrès technique en Occident est le progrès des sciences expérimentales, notamment la physique, la chimie, l'informatique, qui accroissent sans cesse le pouvoir de l'homme sur la nature en l'utilisant au bénéfice de l'homme. Donc là, vous avez, si vous voulez, Colbert en 1664, Fourastier en 1964, plusieurs centaines d'années de différence, mais c'est la même orientation, la même
croyance dans les capacités fondamentales de l'homme en tant que créateur, c'est pour pouvoir à chaque fois surmonter la diminution de telle ou telle ressource, l'accroissement de la population qui vient avec, les conquêtes de l'espace aujourd'hui et la maîtrise de l'atome, ce qui nous sera nécessaire si on veut réellement que le progrès soit accessible à absolument tout le monde. Alors, en quoi donc est-ce que ce Colbert est important pour nous aujourd'hui? D'abord, c'est cette conception de l'homme en tant que créateur et producteur, et pas quelqu'un qui travaille avec sa force physique, ou quelqu'un qui est un consommateur. Aujourd'hui, nous vivons dans une économie de consommation. Il faut qu'on rétablisse une économie de production, où les hommes peuvent transformer la nature. Et ensuite, une conception de la richesse qui écarte complètement la finance, qui déclare la guerre même à la finance prédatrice, et qui déclare la guerre aussi à l'idée de rente, c'est-à-dire l'idée que vous placez votre argent dans une banque, c'est à X%, et que sans faire quelque chose, ça monte, ou que vous investissez dans un bien immobilier, et que à force de temps, ça va monter. Ça, c'est la rente. C'est obtenir un gain financier sans qu'il y ait un travail qui soit correspondant. Donc, Colbert déteste tout ça. Et il a l'idée d'un homme producteur. Et il fait tout, c'est pour remettre les hommes donc, dans un état de s'éduquer, de produire, et pour qu'il y ait beaucoup d'hommes. Et ça concerne y compris le clergé. Donc il est dans une guerre, c'est total, contre les monastères qui détournent toutes ces personnes qui pourraient être productives et qui même envoient les moines mendier parce qu'il veut que tout le monde soit producteur. Quelle est la situation dans laquelle Colbert trouve la France? Une situation comparable à celle d'aujourd'hui dans notre monde, un pays complètement endetté, c'est parce qu'il y a eu la guerre de 30 ans, où la France, qui est une guerre en fait, entre la France et les puissances, les Habsbourg, avec les puissances financières derrière. Et il y a eu aussi la Fronde en France, c'est-à-dire le parti des Habsbourg et de l'Espagne, c'est qui mène la guerre au sein même de la France. Donc le pays est totalement endetté. Les finances du roi sont exsangues, parce que le roi n'a que son bien à lui comme ressource financière, il a l'impôt. Mais l'impôt, dans une période de guerre, était gagé d'avance, c'est 1000 fois, c'est plutôt qu'une. Et en plus, il était livré à des agents privés qui le collectaient. C'était les fermiers généraux, les différents agents financiers, qui à l'époque étaient au nombre de 30 000. Qui allait collecter l'impôt chez le paysan, chez le laboureur, et qui le ramenait au roi, mais qui, au passage, c'était une période de corruption terrible, et il prenait beaucoup. Ce qui fait que, par exemple, en 1661, sur 85 millions de livres qui avaient été collectés, il n'y avait plus, le roi n'avait plus que 31 millions à l'arrivée. Et avec ça, il ne pouvait rien faire. Ensuite, il y avait une corruption massive, et notamment c'est une corruption terrible de l'intendant général des finances de l'époque, ce qui était le dénommé Nicolas Fouquet, ce qui était devenu une puissance au sein même de la France, et qui était visiblement devenu de plus en plus corrompu, parce qu'il avait amassé une fortune colossale. Il avait même développé toute une puissance militaire, ce qui pouvait menacer le roi, et il était allié au parti de Venise, et donc il s'était allié finalement aux ennemis de la France. Donc quelle était la situation des peuples à l'époque? C'est aussi terrible. Les peuples étaient, pendant plusieurs siècles, donc en France, les humanistes comme Colbert vont se battre contre la taille. La taille était l'un des impôts qu'on collectait chez les gens. Toute une série d'impôts, la taille, les aides, ainsi que les douanes, qui n'étaient pas du tout proportionnées aux revenus des gens. C'était des choses qu'on héritait pratiquement, comme tout le reste.
Et donc c'est totalement injuste, insupportable. Et de plus, donc les nobles locaux, les gentilshommes locaux quand Colbert arrive au pouvoir, s'est chargé eux-mêmes de collecter la dette, faisant des exactions, c'est terrible, c'est sur les gens, saisissant leurs biens, démontant toutes leurs maisons, y compris avec des portes, c'est tout ça. Voilà, c'était une situation assez terrible. Ce qui fait qu'à l'époque, vous aviez quelqu'un de ce dossier très 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 intéressant, c'est que je vous conseille de lire, qui est Vauban, qui était un ingénieur militaire, c'est un homme de grand génie, c'est qui a construit toutes les fortifications de la France, c'est avec des théories assez avancées sur la défense, mais qui en même temps, donc, lorsqu'il se baladait dans le pays, c'est parce que c'est lui qui était à l'Académie des sciences et qui était déployé pour voir les fortifications, aussi le port de Toulon, le port de Rochefort. Donc il allait partout dans le pays et partout il a pris des notes de ce qu'il voyait de l'état du pays. Et il les a écrits dans un texte qui s'appelle, si vous arrivez à lire, c'est très, très intéressant, qui s'appelle la dîme royale, où il propose toute une réforme de l'impôt, où les gens ne paieraient qu'entre 10 et 20% de leurs revenus gagnés, et ce serait le roi qui pourrait dire si ça serait plutôt plus proche de 10 ou plus proche de 20 selon les besoins du pays, mais pas plus, et ça concernerait absolument tout le monde, et un seul impôt. Donc, mais cet homme-là, donc, il dit les choses suivantes, selon la dîme royale, il dit « La vie errante que je mène depuis 40 ans m'a souvent donné occasion de remarquer le bon et le mauvais état du pays et des peuples. Et si on ne remédie pas à la situation actuelle, il dit, le menu peuple tombera dans une extrémité dont il ne se relèvera jamais. J'ai fort bien remarqué que près de la 10e partie du peuple est réduite à la mendicité. De 9 autres parties, il y en a 5 qui ne sont pas en état de faire l'aumône au premier, car ils sont eux-mêmes réduits à très peu de choses près à cette malheureuse condition. Des 4 autres parties qui restent, 3 sont fort malaisés. Et dans la 10e, donc la seule qui reste, les plus riches, on ne peut compter plus que 100 000 familles. Et je ne croirais pas mentir quand je dirais qu'il n'y a pas 10 000 petites ou grandes qu'on puisse dire fort à leur aise. Donc voilà, c'est pour la situation. Donc, à l'époque, il y avait aussi des éoliennes, de moulins à eau. C'est entre ça et le système politique et social, c'est évidemment tout ce qui pouvait maintenir, c'était des gens dans ces états-là. C'est pour ça que Colbert, dès qu'il arrive au pouvoir, et c'est ce qui n'est pas du tout fait aujourd'hui, il lance une guerre sans pitié aux financiers et aux juges, aux hommes de justice qui étaient chargés aussi de la collecte d'impôts. Et la première chose qu'ils font avec l'appui de Louis XIV, qui était un jeune roi, à qui Colbert avait été légué par Mazarin. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire. Mais Colbert dit au roi, voilà, je vous lègue beaucoup de choses, mais surtout, c'est Colbert. Et donc, pendant une quinzaine d'années, le roi fera ce que Colbert lui dit de faire. Et dans la mesure où il le fait, la France va devenir la première puissance d'Europe, dans la mesure où il fait ce qu'il a envie de faire, lui, c'est-à-dire le luxe et les guerres. Donc, il va finir par dilapider tout ce qui a été fait par Colbert. Mais donc, au début, ce qu'ils font, c'est qu'ils lancent d'abord une attaque contre l'intendant général des finances, Nicolas Fouquet, et ils le mettent en prison. Ils montrent bien qu'il a un projet de putsch, et donc ils montrent aussi ses corruptions diverses. Et donc ils finissent par le confondre et le mettre en prison. Et en même temps, donc, Colbert crée une chambre de justice qui va s'attaquer avec la plus grande vigueur, donc non seulement à Fouquet, mais aussi aux gentilshommes des provinces qui sont en train de mettre à sac les gens.
Et c'est une chambre de justice donc, qui va se balader et qui faisait des grands jours. Il y a eu les grands jours d'Auvergne où pendant plusieurs jours donc, ils se sont penchés sur la justice donc, en Auvergne à ce niveau-là. Et ils ont fini par condamner des gens, par mettre en prison. Et à l'époque, nous ne sommes pas pour aller jusqu'à là, donc la peine de mort dans certains cas. Donc c'était clair. Et Colbert a tenté de ramener Louis XIV à développer un projet de code de droit il n'y aurait qu'un seul et qui protégerait donc, le peuple contre ce type de pillage ou d'autres, comme Louis XI, Charlemagne et d'autres l'avaient fait avant lui. Alors, il dit, Colbert, dans une lettre à Louis XIV, c'est en 64, il dit « Les deux professions qui consomment 100 000 de vos sujets inutilement sont la finance et la justice. » Donc, ces hommes de justice qui étaient en fait des tyrans. Donc, grâce à cette attaque contre Fouquet, et grâce au fait qu'ils ont réduit le nombre d'officiers de finances et de justice, donc ils arrivent à libérer l'impôt, ce qui fait qu'en 65, sur 95 millions de livres qui avaient été collectés, il en revient au roi 63 millions, donc plus que doublé, et grâce à cette collecte de l'impôt, sur les libérés de la ponction financière, donc on peut commencer à investir. Vous voyez, aujourd'hui ça prendrait de formes différentes, mais on aurait le tribunal qu'on a appelé c'est donc quelque chose qui jugerait effectivement le tribunal Pécora, c'est pour juger les gens qui ont été responsables de cette fuite en avant dans la finance. Ensuite la mise en faillite et c'est donc libéré donc le crédit productif public qui à l'époque n'existait pas, donc pour l'investissement.